Hello, everybody, and welcome to. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Parlons des Popotins de Cancer colorectal Canada. Cancer colorectal Canada, le principal organisme sans but lucratif de défense des droits des patients atteints de cancer colorectal au pays. Et Parlons des Popotins, notre série entrevue vidéo où nous discutons avec des experts du domaine afin de vous fournir des renseignements qui pourraient vous être utiles. Patients atteints de cancer, survivants, aidants naturels, membres de la famille ou toute personne intéressée. Je suis votre animateur Carl Bittman et aujourd'hui, nous recevons le Dr. Tracy Stockley pour parler de tests génétiques et de l'expérience des patients. Dr. Stockley est généticienne moléculaire et directrice de la génomique héréditaire au sein de la division de diagnostic génomique du réseau universitaire de santé de Toronto. Elle y travaille sur les tests génétiques en oncologie, notamment pour les cancers acquis héréditaires, les diagnostics de précision et le développement de tests génomiques pour les biomarqueurs émergents. Elle collabore également avec de nombreux organismes de recherche internationaux. Elle est professeure du département de médecine de laboratoire de pathobiologie à l'Université de Toronto et ancienne présidente du Collège canadien de généticiens médicaux. Nous sommes donc ravis de vous accueillir pour en discuter. Pour commencer, comment allez-vous? Je vais bien, merci Carl. Je suis très heureuse d'être ici et d'avoir l'opportunité de vous parler aujourd'hui. Bienvenue. Quelque chose qui n'est pas dans la bio que je viens de lire, mais qui vaut la peine de discuter, c'est que vous êtes une survivante d'un cancer. Oui, oui, et je dois dire que ça a été un des grands moments dans ma vie. Je pense à ma vie avant le cancer du côlon et ensuite après le cancer du côlon. Mais je suis heureuse de parler un peu de ça. Donc, il y a à peu près 2 ans, je je faisais mes tests de dépistage, j'avais pas de symptômes, il y avait rien d'inhabituel, et c'était positif et j'avais tu sais, je suis très familière avec les tests, j'étais pas très inquiète. Je me disais qu'il y avait beaucoup de faux positifs. Je pensais que c'était juste un blip et mon généraliste m'a envoyé pour une colonoscopie et ils ont trouvé, à travers le processus, ils ont trouvé que j'avais un cancer du côlon de stade 3. Alors oui, ça a été, comme j'ai dit, c'était un moment définissant dans ma vie. De là, je suis passé à travers la chirurgie, ensuite la chimio, et ensuite, tranquillement, après avoir pris une pause, j'ai recommencé à travailler. Oui, et donc, comment est-ce qu'on sent quand on étudie ces choses-là et ensuite on doit avoir cette expérience-là? Oui, c'était très bizarre, mais encore une fois, je suis très familière et je connais la pathologie, la chirurgie, la chimio du point de vue scientifique et dans mes laboratoires de génétique. Mais juste le voir du point de vue patient, c'est dur à expliquer c'était comment, mais certainement, ça m'a donné une meilleure compréhension des défis que font face les patients quand ils sont malades, mais ils doivent comprendre ces choses complexes, les choses médicales, et de juste vraiment à quel point les gens étaient empathiques, de juste aider les patients à comprendre quand ils se sentent pas bien, puis la bravoure des patients, comme dans la suite de chimiothérapie, par exemple. Je pense ou je ressens que j'ai eu un bon résultat, euh, mais il y avait des gens avec des situations très difficiles, mais qui faisaient tellement pour rester sains et d'aller bien. Est-ce qu'il y a eu des moments ou un exemple où vous avez pensé, c'est mon expérience en tant que chercheur et dans le domaine médical me donne, disons, une perspective que les autres patients n'ont pas ou une différence dans votre expérience? Vous savez, je sais pas, certainement les tests, aussitôt que l'oncologue vous disait on veut vous envoyer pour ce test-ci, ben, je savais exactement ce que ça voulait dire. Mais je pense que ça m'a fait apprécier les défis que ça pourrait être pour les gens qui sont pas habitués à ça. Donc, mon partenaire venait au rendez-vous, puis à la fin, il disait toujours ah, euh, qu'est-ce que ça veut dire ce test-là? Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai pris de ça. Tout ce qu'on peut faire dans un laboratoire, la pathologie, faut le rendre cette information sur
C'est important d'aider les patients avec ça, c'est très important. Et les oncologues médicaux font un très bon travail de ça, mais on vit dans un ère où on peut ouvrir son dossier médical, le télécharger, puis le lire. Ça, c'est super. Mais des fois, avec l'oncologue, il y a plein d'autres choses auxquelles penser. La chimio, les effets secondaires, toutes les autres choses qui arrivent. Alors, je pensais, eh, des fois, je regardais mes rapports de laboratoire seul, puis je n'étais pas en train de discuter avec mon oncologue, mais encore une fois, tout ce qu'on peut faire au laboratoire juste pour fournir l'information pour que les gens puissent bien comprendre et avoir des meilleures discussions avec les professionnels de la santé, je pense qu'on a définitivement besoin de faire ça. Oui, je sais quand je vais à mon rendez-vous annuel, mes prises de sang, puis je ne sais pas quoi faire avec les résultats. Mais et en plus, il y a tellement, c'est tellement plus compliqué en plus pour le cancer. Alors, une chose, je suis curieux, de l'autre côté de la médaille, donc, ayant passé à travers l'expérience patient et la recherche, est-ce que ça l'a reflété, ça a eu un impact sur votre recherche? Oui, puis comme j'étais, ça fait seulement un an que je suis retourné travailler, mais euh, quand j'étais en congé, j'y ai pensé beaucoup. Puis quand je suis revenu, je voulais faire des choses ici que pour moi avaient une importance personnelle. Alors, une des choses avec lesquelles j'ai eu beaucoup de difficultés, euh, c'est juste le temps que ça prenait pour faire les tests. Donc, les premiers 4 semaines, on attend pour le stade. Et ça, c'est un temps terrible. C'est un gros défi parce que, tu sais, ça va dépendre, ça va être beaucoup dépendre du stade comme le diagnostic puis la chirurgie. Mais tout ce qu'on peut faire pour réduire le temps dans le laboratoire, j'étais tellement motivé d'essayer de faire ça. Donc, j'essaie de faire ça juste en revenant travailler ici. L'autre partie, c'est un peu le système canadien. À travers le Canada, il y a beaucoup de différences entre la qualité, disons, des tests génétiques que les gens peuvent recevoir et l'accès à ces tests-là. Donc, avant que j'étais en congé, je travaillais avec un groupe qui s'appelle le Programme d'assurance qualité en biomarqueurs. Et on a pris beaucoup d'efforts euh, maintenant que je suis revenu. Alors, le programme, c'est pour améliorer l'accès aux tests génétiques à travers le Canada, améliorer la qualité. Donc, si on se fait tester à Toronto, au Manitoba, donc que ce soit des tests similaires pour aider les patients au laboratoire. OK? Et donc, quels sont les obstacles pour améliorer la vitesse des tests, pour savoir votre stade, mais aussi pour étendre euh, l'accès. Mais allons-y en premier avec c'est quoi les problèmes que vous rencontrez, que vous essayez de réparer. Alors, les tests, ici, je vais peut-être parler des tests génétiques. Alors, les tests génétiques sont somme toute compliqués. Dans les derniers 5-10 ans, on est passé de tester une mutation à tester un gène entier et maintenant plusieurs gènes. Alors, ça devient de plus en plus compliqué et donc on essaie de trouver des façons dans le laboratoire pour réduire la complexité, le simplifier, le standardiser, peut-être passer à des méthodes qui sont plus faciles à faire pour les technologistes de laboratoire. Et aussi, on doit garder en tête, et j'espère que je suis capable de faire ça, il y a des gens qui attendent pour cette information-là. C'est facile pour nous dans le laboratoire, on a un échantillon, on a un chiffre, mais pour vraiment les prendre en considération et garder en tête que ça, ce sont des patients qui attendent avec beaucoup d'anxiété pour ces résultats-là. Oui. Et donc, avant d'aller trop loin, euh, peut-être la question de base qu'on doit adresser, c'est quand on dit un test génétique dans les soins de cancer colorectal, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Oui, bien sûr. Donc, à chaque fois qu'une tumeur est identifiée dans n'importe quel patient, que ce soit mon colon, on prend toujours un échantillon parce que c'est la meilleure façon de savoir exactement c'est quoi. Est-ce que c'est vraiment un cancer? Et ensuite, trouver les caractéristiques. Donc ça, c'est l'objectif de la pathologie.
Et donc, par exemple, si vous avez une tumeur du côlon, ils vont prendre un échantillon puis l'envoyer au patho. Le pathologiste va faire différentes choses. Ils vont regarder c'est quoi l'apparence du tissu, les cellules. Ils vont faire un test avec des différentes couleurs pour vérifier le stade. Et donc, ça, c'est le cycle de la pathologie. Et encore une fois, ça, c'est souvent au début le rapport initial qui va aider de définir le type spécifique de cancer et si c'est un cancer agressif. Et ensuite, le test génétique qu'on fait sur ce tissu-là peut nous aider à soutenir le diagnostic, mais aussi, plus important, c'est d'aider à dire cette tumeur basée sur la variation génétique, ça pourrait répondre à tel ou tel médicament. Ça, c'est l'idée de médecine précise. On a de l'information très précise sur le tissu, puis on peut aider à diriger les soins. OK, alors on teste la tumeur au niveau génétique. Exact. Oui, exact. Alors, c'est quoi les mutations et l'impact du diagnostic ou le traitement? Alors, on fait aussi du test génétique sur le sang. Ça, c'est pour des cancers héréditaires. Alors, on sait qu'un petit sous-groupe de cancers, incluant le cancer du côlon, il y en a qui sont hérités dans les familles. Alors, il y a plusieurs années, on le savait, si vous faisiez partie d'une famille, parce qu'il y aurait plusieurs membres de la famille qui étaient affectés, mais avec le temps, on sait que ça marche pas pour toutes les familles, parce que euh, cette peut-être que l'information va être perdue si les familles sont petites. Alors, c'est important, si on suspecte que ça pourrait être un cancer héréditaire dans la famille, c'est important de faire les bons tests pour s'assurer qu'on le vérifie. Oui, et moi j'ai l'impression que le plus je vieillis, le plus il y a de nouvelles maladies qui apparaissent dans nos familles. Et donc, ce test pour les marqueurs héréditaires, est-ce que ça c'est aussi fait à ce stade de diagnostic ou c'est fait en prévention? Oui, les cancers héréditaires, c'est généralement fait comme deuxième étape. Le test du tissu, de la matière de la tumeur, c'est fait immédiatement. Puis peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans qui va nous donner un indice que c'est héréditaire. Alors, on va avoir un rapport de tumeur, donc on voit ces variances génétiques. Des fois, c'est associé avec un cancer héréditaire. Vous devriez faire un suivi avec le sang, parce que le sang, c'est la meilleure façon de savoir si c'est héréditaire. Donc, des fois, on va le rapporter comme ça. L'autre partie du cancer héréditaire, c'est que les gens ou certaines des personnes qui ont ces types de mutations-là sont affectées à un âge plus précoce. Donc, ça rentre dans l'idée de nouvelle connaissance des cancers précoces, surtout pour les cancers précoces. Donc, c'est important que les gens le savent et doivent discuter les tests génétiques héréditaires parce que ça a un impact sur eux et leur famille. Oui. Donc, pour ce qui est des cancers précoces, le cancer colorectal précoce, c'est quoi le rôle des tests génétiques pour découvrir pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation? Est-ce qu'il y a de la recherche là? Oh, oui. Et ça, c'est un sujet très intéressant mais très compliqué. Il y a beaucoup plus d'identification, de savoir le test génétique, ou pardon, les génétiques ont probablement un rôle, mais je pense que, et vous avez peut-être vu ces rapports-là, il y a un complexe de choses. Alors, il y a le microbiome qu'on commence à comprendre mieux, il y a l'impact environnemental, il y a la santé, les styles de vie, les choix. Alors, c'est dur à dire. La génétique change pas nécessairement aujourd'hui versus ce que c'était il y a plusieurs années, mais c'est peut-être juste plus de connaissances. On est plus au courant et une meilleure appréciation des cliniciens quand il y a un jeune qui rentre, qui dit, tu sais, normalement, avant, on dirait, ben, ça peut pas être le cancer, vous êtes trop jeune. Aujourd'hui, peut-être l'éducation est meilleure, alors peut-être ils savent que ça pourrait être un cancer. Alors, juste pour changer un peu de vitesse, pour ce qui est du processus de pathologie que vous avez discuté, donc tous les patients
reçoivent la biopsie initiale pour comprendre la tumeur. Est-ce que tout le monde reçoit un test génétique? Non, pas nécessairement. Donc, des fois, le stade de la tumeur et peut-être c'est très tôt et donc on fait pas de test génétique parce que ça serait pas utile de toute façon. Donc, il y a certaines pathologies comme tu sais, la déficience de réparation, ça c'est quelque chose qu'on veut tester pour tout le monde. C'est pas en fait un test de génétique, ça c'est un test de pathologie euh, avec teinture là. Alors, il y a comme un petit triage là. Oui, et donc le test de réparation. Alors, je pense que il y a plusieurs. On a déjà fait un pardon des papotins sur l'ADNCT. Et alors, on peut tester la réparation de la MMR et l'ADNCT, mais ça, c'est un peu différent. Ça, on regarde des marqueurs dans les tumeurs solides parce que la tumeur fait juste grandir et donc les cellules meurent et il y en a qui est laissé dans le sang. Alors, on peut prendre un test, une prise de sang, puis on peut voir s'il y a de l'ADN de la tumeur pour voir si ça revient ou peut-être une détection plus précoce. OK, merci. Et donc, certaines questions que j'ai, parce que c'est vous qu'on a avec nous aujourd'hui. Alors, ça fait plus de 15 ans. Alors, je, je travaillais avant dans la génétique de maladies rares, mais ça fait à peu près 15 ans que je travaille dans la génétique en cancérologie. Oui, donc basé sur votre expérience et quelque chose qui m'intéresse, c'est comment ce travail-là a changé ou évolué dans cette période de temps-là. Parce que j'ai l'impression que c'est plus nouveau, parce que plus de gens y ont accès, mais ça fait, il y a eu une certaine gestation, puis je suis curieux de savoir qu'est-ce qui a changé dans les 15 dernières années. C'est une ou deux grosses choses qui sont différentes aujourd'hui. Alors, je dois dire, c'est incroyable de travailler dans le diagnostic de cancer et les tests génétiques. Alors, quand j'ai commencé à Princess Margaret il y a 15 ans, on faisait juste tester quelques gènes, quelques mutations très spécifiques et beaucoup des tests génétiques s'améliorent parce que la technologie s'améliore. Alors, autour de ce temps-là, il y a 15 ans, on faisait du séquençage de prochaine génération où on regarde plusieurs gènes en même temps, mais ça a ouvert vraiment les portes et ça nous a permis, comme j'ai mentionné, on peut faire plusieurs gènes de façon simultanée, on n'est pas obligé d'y aller une à la fois, c'est plus simple, c'est plus rapide. Donc, je pense qu'il y a eu un gros changement, puis je pense que ça va juste s'améliorer le plus la technologie s'améliore. Et aussi, ça nous permet d'utiliser des petits échantillons parce qu'avant, beaucoup de patients, euh, ça marchait pas parce qu'on n'avait pas assez d'échantillons. Et, et donc, d'échantillons de quoi? Le tissu lui-même de la tumeur? Oui, et donc c'est généralement pas un problème en cancer du côlon parce que c'est des grosses tumeurs puis il y a un bon accès. Mais souvent, les gens, par exemple, des poumons, cancer du cerveau, tu sais, des petites tumeurs où des fois c'est seulement une biopsie par aiguille, puis il n'y a pas assez de matériel pour faire le test. Alors ça, c'est une chose. Je pense que la technologie et notre habilité de faire plus, c'est fantastique. Je pense que ça va juste aller en s'améliorant. L'autre chose, c'est de juste être capable d'utiliser la génétique pour le lier à des traitements, donc la médecine de précision. Puis ça, c'est l'activité de tous les oncologues médicaux aux endroits comme à Princess Margaret et partout ailleurs au Canada. Donc, rentrer les gens dans des essais cliniques, puis de vraiment essayer de pousser tout ça de l'avant en disant oui, on a une collection de patients avec ces mutations-là. Est-ce qu'on peut trouver s'il y a un traitement ou une thérapie qui va vraiment les aider euh, spécifiquement? Et je pense que, encore une fois, du point de vue patient, ce que ces traitements ciblés-là offrent, c'est moins d'effets secondaires. Donc, quand vous y allez pour la chimio, il y a un potentiel risque de plusieurs choses. Neuropathie, c'est très courant avec la chimio pour le cancer colorectal. Donc, si vous avez une thérapie
où vous retirez les effets secondaires, où les effets secondaires sont moins graves, c'est fantastique. Alors, je pense que tout ce champ-là est très bon. Ça ne s'applique pas à tous les patients, mais je pense que peu importe le nombre de patients qu'on peut rentrer dans des traitements qui sont moins toxiques, avec moins d'effets secondaires, je pense que c'est un gros bienfait. Oui, et comment est-ce que les patients peuvent, tu sais, défendre leur droit d'avoir, comment ils peuvent s'assurer qu'ils reçoivent ça? Alors, juste s'assurer que vous ayez cette conversation-là avec l'oncologue et dites-leur que vous seriez intéressé par la recherche. Les oncologues, dépendamment de la situation, peut-être que ça serait pas, peut-être qu'ils n'auraient pas en tête ou ils voudraient pas stresser les patients. Alors, définitivement, en disant que vous êtes intéressé et vous voudriez en savoir plus sur les essais cliniques euh, dans lesquels vous pouvez participer, c'est difficile, on le sait, c'est dur quand on est malade de penser à ces choses-là, mais juste avoir la conversation et le mentionner, je pense que c'est la première étape. Oui, et ça c'est juste l'accès à la génomique. Définitivement. Et j'espère et je pense, il y a plusieurs endroits au Canada où les tests génétiques seraient automatiques. Donc, ce que j'ai mentionné, donc la pathologie, les résultats. Alors, on appelle ça la pathologie par réflexe. Euh, on n'a pas besoin d'avoir une demande de l'oncologue médical parce que des fois, c'est une barrière à l'accès. Alors, il y a des choses très automatiques, mais définitivement, et que ce soit les tests génétiques ou n'importe quel autre test, juste dire, est-ce qu'il y a d'autres tests qu'on devrait considérer? Oui, oui, je pense que c'est une très bonne idée. Alors, quand est-ce que ce changement-là est arrivé, que ça devienne des tests automatiques? Alors, définitivement, je me souviens les discussions dans les derniers 10 ans, je dirais, mais c'est différent dans chaque province. Et ça, je pense que c'est un des défis au Canada avec la santé, c'est provincial. Puis même potentiellement au niveau régional, ça pourrait être différent. Oui, puis je pense que ça parle de ce qu'on a discuté plus tôt, comment la défense des droits est importante, tu sais, dans les cercles politiques et toutes ces choses-là. Oui. OK. J'ai quelques autres questions, peut-être de clarification. Alors, pour ce qui est des tests génétiques, on a discuté de ce que vous testiez et alors, qu'est-ce qui est pas testé? Qu'est-ce que le test génétique ne, qu'est-ce que ça peut ne pas faire? Tu sais, la génétique, c'est un peu comme la physique quantique. Les gens pensent que ça peut faire tout. Mais c'est quoi les endroits où on ne teste pas et où ça ne fonctionne pas? Il y a peut-être deux choses. La première, ça serait la partie héréditaire. Donc, même si ta tumeur est en train d'être testée avec la pathologie, ça ne veut pas nécessairement dire que tout ce qu'ils vont trouver va avoir un impact sur la famille. Alors, des fois, quand je mentionne aux gens que je travaille en génétique, euh, les gens me disent, ah, je t'inquiète à ça parce que ça aurait un effet sur mes enfants ou mes frères et sœurs. Puis je dois dire, c'est pas nécessairement, tu sais, c'est rare d'avoir un test génétique qui va avoir un impact sur la famille et on vous l'aurait dit. Tu sais, que ce soit l'oncologue, l'infirmière pivot ou tous les gens à qui vous parlez. Alors, je ferais juste dire que ça devrait jamais être une barrière à se faire tester. Peut-être qu'il y a il y a jamais rien de diagnostique là-dedans. L'autre chose, c'est j'apprécie qu'il y a beaucoup de promesses dans le test génétique, mais ça affecte pas tout le monde. Même moi, j'étais négatif pour le MMR, ce qui est décevant parce qu'il y a un excellent traitement quand on est positif pour la réparation. Mais c'est pas tout le monde qui est positif. Ça aide certains patients, mais ça aide pas un grand nombre. Et j'apprécie que tu le ramènes à votre propre expérience. C'est ma prochaine question, parce que pour le cancer colorectal, spécifiquement, c'est quoi les tests qui sont les plus importants?
Alors, définitivement le MMR, le système de réparation des mésapariements. Alors, ça, on peut faire suivre la génétique après. Et il y a certains autres gènes. Il y a le KRAS, KRAS, les autres RAS qui sont importants de comprendre pour savoir si vous allez être résistant à certains types de thérapies. Euh, un autre, un autre chose importante, c'est la pharmacogénomique. Alors, récemment en Ontario, toutes les gens qui reçoivent certaines chimiothérapies, incluant ce qui est très courant dans le cancer colorectal, ils se font tester pour le DPYD pour savoir s'ils ont des gros effets secondaires à cette chimio-là. Alors, ça, c'est un gros avancement. Ça, c'est rentré seulement il y a à peu près 2 ans en Ontario et ça commence à être disponible ailleurs au Canada. Mais l'idée qu'on teste des variantes génétiques qui va dire à l'oncologue oui, cette personne-là devrait être correcte pour cette chimio-là ou il y a un gros risque d'événements indésirables avec cette chimio-là. OK, super, c'est très cool. Et donc, je regarde mes notes ici. Alors, pour terminer un peu la conversation, j'ai 2 choses. La première, c'est que je demande toujours à nos invités s'ils ont des choses qu'ils veulent dire ou une question que vous auriez aimé que je vous pose, mais que je n'ai pas posée. Mais peut-être je pourrais te donner plus d'informations sur les cellules libres. Alors, il y a la phase après avoir fini la chimio. Alors, il y a toujours cette peur de récurrence. Alors, vous êtes dans une situation très médicale, les gens vous en parlent tout le temps, il y a des visites de clinique et tout d'un coup, on vous dit, ah, tout est correct. Alors, on est correct, mais on n'est pas correct parce qu'on attend et on rentre dans cette phase de suivi pour la récurrence. Et ça, c'est un endroit où l'ADN de cellules libres pourrait être très important. Puis je vais juste revenir alors, quand on rentre dans cette phase, souvent, on fait un suivi par des scans de dépistage, des prises de sang pour pas nécessairement la génétique, mais certains marqueurs de récurrence. Mais c'est des outils pas très aigus. Mais en utilisant l'ADN, pardon, à cellulaire total, c'est donc, par exemple, si on fait un scan, au lieu de faire ça, on peut faire les tests d'ADN libre parce qu'il y a comme une indication de récurrence. Peut-être qu'on peut intervenir plus tôt. Alors, c'est important. Puis je pense que c'est quelque chose de quand même assez gros. Puis jusqu'à ce que je sois une patiente, j'appréciais pas comment l'anxiété d'attente pour la récurrence, puis le dépistage. Alors, je pense que des choses comme ça qu'on peut vraiment rentrer dans la pratique, ça serait vraiment très bon. Alors, je vais prendre l'opportunité de dire aux gens qui nous écoutent, beaucoup de ce qu'on a discuté aujourd'hui, ce sont des choses que CCC peuvent vous aider. Donc, des groupes de soutien, donc la peur de récurrence. On a un nouvel atelier sur la peur de récurrence. On va revenir à la vie normale après le traitement et comment accéder aux essais cliniques. On est très heureux de vous aider à connecter. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous. C'est notre raison d'être. On est là pour vous et vous pouvez nous trouver. Je sais qu'il y a une bannière avec nos courriels, puis je pense que c'est support à Cancer Colorectal Canada. Et l'autre chose que j'aime poser à la fin d'une entrevue, c'est est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous travaillez en ce moment où les gens peuvent trouver votre travail et que vous aimeriez partager? Oui, je veux mentionner 2 sites web. Et ça revient à être mieux équipé pour lire les rapports et comprendre la pathologie puis la médecine de précision. Le premier, c'est mypathologyreport.ca
C'est un super site web et vous pouvez aller là puis rentrer des termes, regarder le rapport. Ça va vous dire exactement ce que ça veut dire. Il y a beaucoup d'informations sur comment lire les rapports de pathologie. Puis l'autre que je voudrais mentionner, c'est ontariomolecularpathology.ca. C'est ressources patients. Alors, ça, c'est organisé pour vraiment être un site pour aider à éduquer les patients sur la pathologie et la médecine de précision. Alors, il y a plusieurs modules qui parlent de c'est quoi un rapport de pathologie, c'est quoi les termes, et c'est vraiment fantastique. Ils ont même un petit livret à colorier pour les différents termes qu'on utilise en génétique et en pathologie. C'est un super site web qui est vraiment bien fait. L'autre chose que je veux mentionner sur laquelle je travaille, et maintenant je mets beaucoup d'efforts sur cette idée de standardisation à travers le Canada et d'avoir tous les laboratoires à un certain niveau, une certaine qualité de test, s'assurer qu'on peut implanter dans toutes les régions au Canada. Il y a toujours un grand désir pour faire ça, mais on a besoin d'aider à organiser et donner les bons outils, les échantillons aux laboratoires pour qu'on soit tous meilleurs. Alors, super. Et je rajouterais que Dr. Stockley est prodigieuse dans ce qu'elle produit en termes de recherche. Alors, si vous êtes techniquement enclin, il y a beaucoup à lire, là. Alors, merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était très informatif, très intéressant. Et je suis Carl Bidman, votre hôte, et ça a été Dr. Tracy Stockley. Et bonne journée, Tracy. Merci beaucoup pour l'opportunité. Et merci, bonne journée à vous, les gens qui nous écoutent.